Bonjour à tous, mes acolytes vont me rejoindre, Morgane Moinet et Joanne Boachon. Bonjour. Peut-être qu'on se donne encore 2 minutes, le temps de permettre aux derniers participantes d'arriver. On commence à 12h05. Ça marche, Ça vous va? c'est Bonjour. parti. On est en train de battre des records d'audience par rapport aux années passées, j'ai l'impression. Ok, donc il est 12h05. Je vous propose que l'on commence. Voilà, donc on est ravis avec Elisabeth Gelot et Joanne Boachon de vous accueillir pour cette 3e édition du webinaire annuel de matériauxréemploi.com, donc qui est co-organisé avec SCOV Avocat. On s'est dit qu'il y avait eu plein d'actu en 2022, il s'était passé beaucoup de choses au niveau des acteurs et des pratiques de réemploi en France. On voit notamment une croissance du nombre d'acteurs, du nombre d'opérations, de l'intérêt des maîtrises d'ouvrage. Et on avait envie de partager un peu avec vous les grands sujets, notamment juridiques, de l'année 2023, de l'année à venir, pour continuer à vous accompagner dans l'évolution et le développement de vos pratiques. Voilà, donc lors de ce webinaire, Elisabeth Gelot traitera dans un premier temps des grandes questions juridiques et réglementaires, mais je vais y revenir un peu plus en détail à titre d'introduction. Et dans un second temps, Joanne Boachon, qui est membre du directoire du syndicat des acteurs du réemploi, nous donnera un petit point d'actualité, nous fera un petit point d'actualité sur les activités du syndicat depuis sa création et puis ses objectifs pour 2023. Un petit point en termes d'organisation. Donc, pour poser vos questions, on y répondra en fin de session. Vous avez en bas à droite de votre écran un onglet qui s'appelle « Questions » dans lequel vous pouvez poser vos questions. Les questions posées dans le chat ne seront pas prises en compte. Donc, on prendra en compte exclusivement les questions posées dans « Questions ». Et ensuite, vous pouvez voter pour les questions, les questions qui vous semblent les plus intéressantes au sein de cet onglet. Et on répondra prioritairement aux questions qui auront obtenu le plus de votes, puisqu'on imagine qu'il y aura peut-être beaucoup de questions et qu'on aura des difficultés à répondre à toutes les questions dans le temps qui nous est imparti. Voilà, donc je répète, onglet questions pour poser des questions et voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes si vous souhaitez qu'on y réponde. Voilà. Et puis, alors peut-être pour préciser le programme avant de donner la parole à Elisabeth Gelot, donc, une intervention en 2 parties. D'abord, un point d'actualité, notamment sur le diagnostic PEMD, l'AREP bâtiment.
les impacts de la révision du RPC et puis un petit temps d'échange et de questions. Et donc ça, je pense qu'on en a pour 45 minutes à peu près, Elisabeth. Ouais, c'est ça. 50. On va essayer de condenser pour que tout le monde ait le temps de potentiellement manger après. Voilà. Et ensuite, un point d'une dizaine de minutes de Joanne sur le syndicat. Vous rappelez pourquoi il a été créé, quel est son objet, quels sont ses leviers d'action et les objectifs poursuivis. Rappeler qui a été élu au directoire en 2022 et puis les actions menées en 2022 et à venir en 2023. Voilà. Et du coup, je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Et Elisabeth, je te laisse la main pour nous parler de tous ces sujets que tu connais fort bien. Merci Morgane. Donc, j'ai eu un problème de connexion, j'ai extrêmement peur, je suis fébrile. Donc, si jamais je pars, ne vous inquiétez pas, normalement, je reviens. Mais il y aura un petit blanc que potentiellement Joanne pourra combler en faisant sa partie pour faire une pause sprec pendant la partie SCOF, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que les internets me lâchent. Donc moi, l'objectif, c'était de faire un point avec vous sur l'actualité juridique pour 2023. Donc effectivement, bon, il s'est passé moult péripéties en 2022, mais c'était surtout des projets, etc. Et en 2023, on va rentrer un petit peu dans le dur, où normalement, ce qu'on attend depuis 3 ans là rentre enfin en vigueur. Donc vous expliquer comment ça va se passer, les éléments qu'on a aujourd'hui. Et donc très rapidement sur le DIAC PEMD, parce que j'imagine que vous suivez tous où est-ce qu'on en est. La REP, c'est un peu le gros morceau pour vraiment vous expliquer tout l'impact. Je ne sais pas comment c'est pour les autres participants, mais c'est très très haché de notre côté, Elisabeth. Ah, bah du coup, c'est ma connexion du coup qui doit pas être bonne. Je vais essayer de faire un partage de connexion. Ah bah écoute, ça a l'air d'être bien pour tous les autres, donc peu importe pour ce qui me concerne. Continue. Désolée Morgane. C'est pas grave, je regarderai le replay. N'hésitez pas en tout cas. Donc la REP bâtiment qui est le gros morceau, et puis un autre gros morceau qu'il faut absolument qu'on voit, et pour l'instant qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la question de la révision du règlement sur les produits de construction au niveau européen, qui est en cours, qui potentiellement va sortir en 2023, et je pense qu'il y a une mobilisation qui est importante pour les acteurs du remploi, parce que pour le coup, ça y est, il va y avoir un impact pour toute la filière assez important. Sur le diagnostic PEMD, donc l'entrée en vigueur, ça je ne reviens pas sur l'historique, puisque ça fait 3 ans qu'on fait le webinaire et 3 ans que chaque année je vous dis que ça a encore été reporté. Donc en principe, la loi AGEC, c'était entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Ensuite, on a eu un décret d'application avec un report au 1er janvier 2022. Toujours pas tous les textes d'application. Donc, à la rentrée en septembre cette année, on a eu un projet d'arrêté qui nous annonce un report au 1er janvier 2023. Et puis, là, en fait, les textes n'ont toujours pas été publiés. Donc, en principe, on est toujours sur du diag déchets, et le diagnostic PEMD n'est toujours pas rentré en application, puisqu'il manque un arrêté qui définit les rénovations significatives qui sont soumises au diag PEMD, et les CERFA qui doivent être transmis au CSTB à l'issue du diagnostic et puis à l'issue des travaux. Donc aujourd'hui, très concrètement, dans la pratique, de toute façon, les maîtres d'ouvrage prescrivent plutôt un diag PEMD qu'un diagnostic déchet, parce que ça a peu d'intérêt aujourd'hui de rester sur la formule de 2011. Mais en tout cas, on n'a toujours pas la date à partir de laquelle ça va être obligatoire. Voilà, mais bon, ça devrait pas tarder, et voilà, sachant que je précise, ça pourra pas être rétroactif. Donc en fait, quand on va avoir l'arrêté qui va sortir, il va nous fixer la date, et puis potentiellement ça va être différé de 1 ou 2 mois pour la forme, mais en tout cas ce sera pas rétroactif, donc on n'aura pas d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Les derniers textes qui ont été soumis à consultation en septembre, donc c'est un arrêté qui venait préciser quelques définitions, et donc notamment la fameuse définition des réhab qui vont être soumises au diag PEMD. Donc on sait à peu près, à moins que ça change dans la version finale, mais généralement c'est des petits ajustements. Dans l'idée, ça va rester la même chose.
Donc, ça va être l'opération de rénovation sur des éléments de second œuvre qui consistent à détruire ou remplacer au moins 2 des éléments de second œuvre mentionnés ci-après. Et donc, vous avez la fameuse liste qu'on avait déjà où pour chaque typologie de matériaux, ils ont défini soit en fonction de la surface, soit en fonction des unités de matériaux. Donc, voilà, ça va être potentiellement un petit peu une usine à gaz. Mais ça reste raisonnable. Donc, en tout cas, normalement, on sait à peu près maintenant à quoi s'en tenir sur la définition de la rénovation significative. Je ne m'appesantis pas parce qu'encore une fois, c'est des choses que vous suivez depuis 3 ans. Donc, voilà. On a eu dans le cadre de la dernière consultation aussi les CERFA qui seront à transmettre au CSTV. Donc, il y a un CERFA qui est à fournir une fois que le diag a été réalisé avant l'acceptation des devis ou à la passation des marchés de travaux. Et puis, vous avez un deuxième CERFA, encore une fois, on est quand même un petit peu sur de l'usine à gaz, qui est le formulaire de récollement à l'issue des travaux pour comparer justement entre ce qui avait été annoncé dans le diag PEMD et ce qui a été réalisé sur le chantier, sachant que j'insiste, il n'y a pas, aujourd'hui, c'est plus une question de reporting et pour le gouvernement d'avoir ces données, c'est pas une question de contrôler et de sanctionner l'écart entre ce que vous avez eu dans votre diag PEMD, ce que vous avez écrit, et puis ce qui s'est passé finalement durant le chantier. Pour l'instant, il n'y a pas de sanction liée à ça. J'attaque donc directement sur la REP, qui est vraiment le cœur du sujet. La REP, donc je vous rappelle simplement comment ça fonctionne. On a les fabricants de produits et matériaux de construction qui vont verser des éco-contributions financières. Il y a 4 éco-organismes qui ont finalement été agréés. Il y a Valobat et Vagdelia, Ecominaison et Ecomaison et Ecominéraux. Donc, il y en a qui sont des éco-organismes qui couvrent toute la filière. Il y en a d'autres qui visent soit comme éco-minéraux que la catégorie des produits et matériaux minéraux, et Ecomaison, il couvre que les autres produits et matériaux de construction. Donc voilà, il y a quelques spécificités, mais globalement, peu importe, vous avez ces 4 éco-organismes qui sont agréés. Et donc, leur job, ça va être de financer le ramassage et le nettoyage des dépôts sauvages de déchets du BTP. Ça, j'y reviens pas. Au final, ça va s'appliquer dans des cas extrêmement rares. Donc, bref. Mais surtout, leur job, ça va être de financer et de mettre en place les fameux points de reprise gratuites des déchets de chantier, avec un objectif avoir des flux qui sont correctement triés pour optimiser et augmenter les taux de recyclage sur le territoire. Et l'objectif, c'est d'avoir concrètement un maillage territorial très dense en points de reprise. Donc, il faut qu'il y ait un point de reprise en moyenne à 10 km de tous les chantiers. Donc, ça fait un sacré maillage à mettre en place. Bien sûr, dans les zones moins denses, on peut aller jusqu'à 20 km. Mais en tout cas, dans les zones urbaines, etc., ça va être 10 km. Et je vous ai entouré. La nouveauté du cahier des charges qui a été publié l'année dernière, c'est que sur chaque point de reprise, il va devoir y avoir une zone de dépôt dédiée au réemploi. Donc, on va voir à peu près à quoi ça correspond. Et je vous ai remis les points de reprise concrètement. En fait, vous avez des points de reprise qui sont mis en place par les éco-organismes directement et qui sont gérés par eux pour justement avoir un maillage dense. Et puis sinon, en fait, les points de reprise vont être créés via une contractualisation de l'éco-organisme avec les déchetteries, avec des installations de tri et de regroupement des déchets. Voilà, donc va y avoir différentes typologies de points de reprise. Et dans tous les cas, tous auront l'obligation d'avoir une zone de dépôt dédiée au réemploi. Ce qu'il faut retenir de cette REP, et qui était vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'on a des objectifs contraignants de réemploi des produits et des matériaux de construction. Donc ça, encore une fois, on peut vraiment s'en réjouir, c'était pas gagné. Donc, on a 2 objectifs. Un qui va viser tous les produits et matériaux minéraux, donc qui sont constitués en masse de minéraux et qui ne contiennent pas de verre, pas de laine minérale, pas de plâtre. Donc, ça va être le béton, les mortiers, les chaux, la terre cuite, eau crue, les ardoises, les granulats, la céramique, etc. Et donc, pour toute cette famille, pour cette catégorie entière, l'objectif cible, c'est en 2028, 5% de réemploi. Et on a des petits objectifs intermédiaires de 2% en 2024 et de 4% en 2027. Concrètement, en 2024, donc l'année prochaine, ça veut dire 600 000 tonnes de produits et matériaux minéraux réemployés.
Ce qui a bien été précisé dans le cahier des charges, c'est que ne seront pas inclus dans ce pourcentage les opérations de rembrayage qu'on peut réaliser justement pour remettre en état des zones excavées ou des travaux d'aménagement paysager, et vont pas non plus être comptabilisées les opérations de retraitement des déchets en matières premières secondaires pour les travaux de construction de routes. Donc, grosso modo, le granulat pour les travaux d'aménagement routier, non. Le rembrayage pour faire des petites collines, je résume, c'est non aussi. En revanche, on peut se poser la question, je pense que vont être comptabilisés là-dedans tout ce qui va être le granulat de béton qui est réintroduit pour du béton de structure sur le chantier, même si voilà, il y a un débat parce qu'en soi, c'est pas exactement du réemploi, ça reste il y a une opération de traitement et potentiellement de recyclage, mais je pense que pour atteindre cet objectif, on n'aura pas seulement les briques, les tuiles, etc. On aura aussi potentiellement le granulat de béton qui va permettre rapidement d'atteindre, notamment en 2024, ces 600 000 tonnes de matériaux qui doivent être réemployés. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est pour les produits et matériaux minéraux. Et puis ensuite, on a un autre objectif pour tous les autres produits et matériaux de construction. Et donc, c'est la même chose, 5% d'ici 2028 avec des objectifs intermédiaires. Et ça nous donne pour 2024, il faut qu'on ait 194 000 tonnes de matériaux réemployés. Donc là, encore une fois, ça va être potentiellement plus simple parce que ça va concerner pas mal de matériaux du second œuvre qui aujourd'hui ont des filières qui sont plutôt bien en place, où il y a eu énormément de progression à ce niveau-là. Donc voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces objectifs, si jamais l'éco-organisme ne les atteint pas, on aura un levier puisque il y a une procédure de sanction qui est prévue par le Code de l'environnement. Dans un premier temps, l'éco-organisme va être mis en demeure par le ministère de prendre des engagements pour compenser les écarts constatés en allouant un montant financier minimum pour atteindre ces objectifs de réemploi. Donc, ça va permettre encore une fois vraiment de surveiller et d'obtenir des financements potentiellement supplémentaires si jamais on n'atteint pas ces pourcentages. Et puis, en cas d'échec, il y a des sanctions qui peuvent aller grosso modo de l'amende qui va être déterminée en fonction de la gravité de l'écart avec les objectifs. Bon, il y a une formule de calcul qui est vraiment à se tirer une balle, mais passons. Et ensuite, on peut aller jusqu'au retrait de l'agrément, ou en tout cas, ça peut compromettre potentiellement le réagrément, surtout qu'il y a plusieurs éco-organismes, donc il y aura quand même un petit peu de concurrence. Voilà, donc ça nous fait quand même, ça c'est la bonne nouvelle, un vrai levier pour surveiller que l'éco-organisme va vraiment œuvrer pour le réemploi. L'autre chose qui est potentiellement intéressante et que vous allez pouvoir suivre cette année et en principe qui aura des effets à partir de 2024, c'est la fixation de primes et de pénalités pour favoriser la conception de produits et de matériaux réemployables. Donc aujourd'hui, on est avec un gisement où il n'y avait pas d'éco-conception pour viser le réemploi, donc forcément parfois, c'est compliqué à déposer, c'est compliqué à réparer, etc. Bon, l'objectif, c'est d'ici juillet 2023, les éco-organismes doivent réaliser une étude qui va notamment viser à établir la liste des substances dangereuses qui limitent le réemploi et d'identifier les freins techniques, économiques et assurantiels au réemploi et les leviers d'action. L'objectif, c'est à compter de 2024, ils vont pouvoir, les éco-organismes vont fixer des primes et des pénalités. C'est ce qu'on appelle en fait les éco-modulations qui vont justement favoriser la conception de matériaux réemployables. Et en fait, tout simplement, concrètement, les fabricants qui mettront sur le marché des matériaux qui seront facilement réemployables paieront moins d'éco-contributions, voire auront des bonus. Et ceux qui mettront sur le marché des matériaux qui seront très difficilement réemployables paieront des pénalités, donc des éco-contributions plus importantes. Encore une fois, la marge de manœuvre potentiellement peut varier. Mais voilà, donc ça, c'est une étude à laquelle la filière peut largement contribuer avec déjà tous ces retours d'expérience pour obtenir vraiment des éco-modulations qui vont servir le réemploi dans les prochaines années, parce qu'effectivement, ça va concerner les matériaux qui seront mis sur le marché à partir de 2024. Les obligations des éco-organismes à l'égard des acteurs du réemploi. Donc là, encore une fois, que peuvent faire les éco-organismes ou surtout que doivent faire les éco-organismes pour vous? Il y a plusieurs choses. D'abord, et on va les détailler juste après pour que vous compreniez vraiment concrètement ce que vous pouvez attendre, il y a la mise à disposition d'un annuaire en ligne qui va indiquer les centres de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation.
J'ai commencé par les choses qui sont potentiellement pas extrêmement impactantes. Hein. La reprise sans frais de vos déchets de produits et matériaux de construction quand vous avez des activités justement de reconditionnement ou que vous avez une ressourcerie. Le soutien et l'implantation des zones dédiées au réemploi et à la réutilisation dans les installations de reprise. Donc, c'est ce qu'on évoquait dans le schéma plus haut et c'est ça qui est assez important. Et surtout ensuite, la mise à disposition de ces matériaux de réemploi qui seront collectés dans les points de reprise aux acteurs du réemploi. Voilà, donc ça, c'est les 4 choses à retenir de ce qu'on peut attendre dès 2023 des éco-organismes. Sur la mise à disposition d'un annuaire en ligne, concrètement, de quoi il s'agit? Les éco-organismes vont devoir mettre à disposition du public sur leur site internet les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation au plus tard d'ici le 30 juin. Et ensuite, ils doivent mettre les données à jour. Donc, quelles informations? Ça va être le type de structure. Et là, j'insiste, c'est uniquement les centres de réemploi ou les centres de réparation et puis après, les centres de collecte ou de reprise des déchets. Donc, concrètement, ça va concerner uniquement les plateformes physiques de réemploi, les sites qui vont faire de la réparation ou du reconditionnement, et puis les recycleries, les matériothèques, les ressourceries et compagnie. Voilà, ça ne concerne pas tous les autres types d'acteurs qui interviennent dans la chaîne du réemploi. Donc, ça va pas être des cartographies comme celle de matériaux réemploi où vous avez un petit peu justement toutes les typologies d'acteurs dont vous avez besoin pour un projet. Là, c'est uniquement les acteurs qui, au niveau opérationnel et physique, font de la commercialisation de matériaux. Voilà. Un point simplement un peu important, c'est que donc en principe c'est d'ici le 30 juin, mais on va attendre que les éco-organismes coordinateurs, parce que comme je vous disais, ils sont 4 éco-organismes, ils vont avoir un éco-organisme coordinateur qui va être censé gérer pour harmoniser un petit peu les pratiques et surveiller justement que les éco-organismes fonctionnent un petit peu de manière similaire. Et normalement, c'est à l'éco-organisme coordinateur de justement assurer la cohérence de ces différentes mises en ligne et de ces différents répertoires. Donc, potentiellement, ce sera une base de données unique qui sera ensuite mise à disposition sur les sites des différents éco-organismes. Mais a priori, vous n'aurez pas à vous manifester auprès des 4 éco-organismes. Voilà, ce sera quelque chose de centralisé. Et l'autre obligation d'information des éco-organismes sur laquelle vous êtes censé pouvoir compter, qui est prévu dans le cahier des charges, c'est l'obligation pour l'éco-organisme d'informer spécifiquement les maîtres d'ouvrage et les entreprises de travaux sur les possibilités et conditions de réemploi et de réutilisation des matériaux via des actions nationales et locales. Encore une fois, c'est très large, mais c'est quelque chose où la filière peut justement contribuer sur quel type de campagne, quel type de modalités d'information peuvent être utiles et comment faire pour mener à bien cette obligation d'information. La reprise sans frais des déchets. Donc là encore, ça va concerner quasiment que les acteurs qui ont une recyclerie, ressourcerie, en tout cas qui font de la commercialisation de matériaux de réemploi. L'éco-organisme va avoir l'obligation de reprendre gratuitement les déchets de produits et de matériaux de construction que vous avez dans le cadre de votre activité, selon des modalités qui seront fixées par une convention que vous aurez avec l'éco-organisme. Concrètement, l'éco-organisme pourra imposer des modalités, par exemple un seuil d'enlèvement, de vous dire moi je viens collecter en fait tous vos déchets à partir du moment où il y a un certain nombre de tonnes, ou des prescriptions en termes de conditionnement. Faut que ce soit, je sais pas, sur des palettes ou avec tel big bag, enfin etc. On ne sait pas encore, mais en tout cas l'éco-organisme pourra vous prescrire des conditions pour venir collecter. Je vous ai mis peu d'intérêt en pratique parce qu'en fait, c'est une obligation qui est prévue pour les autres filières et il y a des filières où c'est un gros enjeu, notamment pour les structures comme Emmaüs ou d'autres types de ressourceries qui font par exemple du meuble, du vêtement, où en fait, ils ont en fait finalement des points d'apport volontaires et ils font beaucoup de tri en fait sur site. Et c'est vrai que dans le cadre de la filière des matériaux, le tri est réalisé sur le chantier généralement pour éviter le statut de déchets. Donc, généralement, vous avez quand même peu de volume de déchets sur vos sites. Après, voilà, il y a bien sûr des stocks où au bout d'un moment, il faut s'en débarrasser et donc potentiellement, ça peut être intéressant de les faire évacuer par l'éco-organisme. Mais sinon, voilà, c'est une disposition. C'est pour ça que nous, elle ne nous semble pas forcément clé, mais il y a des filières pour lesquelles
il y avait des volumes très, très importants et finalement, c'était une opération de tri de déchets et donc, c'était important. Le soutien et l'implantation de zones dédiées au réemploi et à la réutilisation dans les points de reprise. Donc, concrètement, ces zones dédiées au réemploi dans tous ces points de reprise qui vont mailler le territoire, ça va ressembler à quoi? C'est une zone qui doit comporter des équipements nécessaires à la conservation de l'intégrité et des performances techniques des matériaux collectés et stockés, notamment en cas d'intempéries. Donc concrètement, ça va être moins une zone de dépôt avec des contenants dédiés et adaptés, comme c'est le cas pour les jouets, par exemple, où il y a des collectes de jouets dans les déchetteries. Là, concrètement, ça va être un local fermé et sécurisé, plus du type un entrepôt, un local technique, voilà, pour les matériaux, comme quand on a des plateformes de stockage interchantiers qu'on met en place. Mais voilà, il faut bien retenir que c'est pas une plateforme de réemploi avec justement du reconditionnement, des choses comme ça. Non, pas du tout. C'est vraiment simplement, il ne faut pas que ce soit mouillé. Je résume, mais il faut que ce soit en sécurité. Il ne faut pas que les matériaux soient trempés et du coup, ils soient fermés ensuite. Mais ça s'arrête à peu près là. Et on n'a pas d'indication sur la taille de la zone ou sur la capacité de stockage des matériaux. Il n'y a pas de règle. Donc, potentiellement, on va se retrouver avec des trucs minuscules. Je caricaturise, mais potentiellement qui ressemblent à des toilettes sèches. Comme sur d'autres points de reprise potentiellement où on va avoir, il y a beaucoup de place et où on va avoir des choses qui ressemblent à des containers. Donc voilà, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Pour l'éco-organisme, il y a 2 obligations. Il doit, si les points de reprise, c'est pas lui qui les exploite, il doit apporter un soutien financier pour compenser les frais de gestion de cette zone de réemploi. Et puis, si jamais c'est des points de reprise qu'il lui-même exploite, il a l'obligation de créer cette zone réemploi systématiquement. Donc, c'est ce que vous pouvez exiger. Et donc, ensuite, une fois qu'on a ces zones dédiées, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'idée, c'est que les entreprises de travaux amènent les matériaux de réemploi. Et ensuite, en fait, le point de reprise, lui, n'acquiert pas les matériaux, ne les commercialise pas, ne s'en occupe pas, en fait. Vraiment, il les met dans la zone, donc dans l'entrepôt, dans le local. Et ensuite, il a l'obligation de les mettre à disposition des acteurs du réemploi qui en font la demande sans frais, donc gratuitement. Donc, en gros, vraiment, l'idée, c'est de conventionner avec tous les acteurs du réemploi qui sont autour et voilà, au fur et à mesure qu'il y a des matériaux de réemploi qui sont déposés dans la zone de dépôt, de leur dire, bah, vous pouvez venir chercher. La convention que vous pourrez signer avec les éco-organismes, elle devra respecter certaines conditions, donc des conditions de transparence, d'équité et de non-discrimination, donc de ne pas faire des petits monopoles avec un acteur du réemploi qu'on préfère ou avec un autre industriel qui veut se mettre dans le réemploi et qui veut récupérer les matériaux. Sachant que bien sûr, malgré ces critères font pas obstacle à ce qu'ensuite il y ait des différences de traitement, par exemple de privilégier l'acteur qui est le plus proche ou de privilégier l'acteur qui a les meilleures garanties techniques et financières pour reprendre les matériaux ou qui s'engage à des performances de réemploi les plus importantes. Voilà. Mais en tout cas, ça ira aux acteurs du réemploi. C'est bien écrit comme ça. Et puis, voilà, il y a bien sûr le principe de proximité qui doit être respecté. Donc, c'est les acteurs du réemploi qui sont les plus proches qui doivent récupérer ces matériaux sur la zone de réemploi. Et puis, la convention pourra vous prévoir aussi des performances attendues en matière de réemploi. Donc, vous dire, voilà, potentiellement, il faut atteindre X% de réemploi sur les matériaux que vous récupérez. Voilà. Donc, c'est encore une fois à voir quand on aura les projets de convention, ce qui sera exigé en fonction des éco-organismes. Et simplement, si jamais il y a plus de demandes pour les matériaux qu'il n'y a il y a plus d'acteurs qui se mobilisent qu'il n'y a de matériaux disponibles. Dans ce cas, le cahier des charges prévoit que l'exploitant du point de reprise il doit privilégier les acteurs de l'ESS. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est inscrit dans le marbre. Et après, il y a plein de questions en suspens. Est-ce qu'on sera obligé de reprendre tous les matériaux, par exemple, ou est-ce qu'on pourra faire notre tri, récupérer que ce qui nous intéresse? Est-ce qu'il y aura une obligation de reporting? Est-ce qu'il y aura comment ça va se passer la mise en concurrence s'il y a plusieurs acteurs du réemploi pour savoir qui est-ce qui vient récupérer les matériaux? Combien de temps vont être stockés les matériaux avant que les acteurs puissent les récupérer? Voilà. Ça, il y a plein de questions en suspens auxquelles aujourd'hui on ne peut pas répondre.
Je vous ai fait une dernière slide sur vraiment en pratique l'utilité de ces zones de réemploi, parce qu'il faut voir ce qu'on peut en tirer, mais il faut aussi voir la limite potentiellement du système. Et l'objectif, c'est vraiment pas de fournir une solution de stockage et d'entreposage temporaire des matériaux réemployables afin de permettre, par exemple, d'attendre un prochain chantier. C'est vraiment pas des zones qui sont dédiées au stockage. Ça sert vraiment pas à ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment de collecter un gisement qui est ensuite gratuitement mis à disposition des recycleries, voilà, des acteurs du réemploi qui commercialisent des matériaux à proximité. Mais c'est tout. Ça sert vraiment pas justement de plateforme interchantier où c'est vraiment pas mis à disposition. Donc voilà, c'est potentiellement problématique pour notre filière parce qu'en fait, c'est quelque chose qui existe. C'est une transposition de quelque chose qui existe déjà, comme je vous disais, pour les jouets, les meubles, pour d'autres filières, où ça marche plutôt bien en fait en déchetterie. Quand vous avez plein de déchets, vous emmenez et puis vous triez un petit peu. Il y a une zone de réemploi et comme ça, Emmaüs peut récupérer des jouets, des chaises qui sont en bon état, etc. Et là, c'est un peu problématique au regard de notre filière puisque pour assurer les matériaux, comme vous le savez très très bien, il va falloir garantir un degré élevé de caractérisation, un tri sur le chantier, une traçabilité rigoureuse, des précautions renforcées de conditionnement, beaucoup d'informations et de documentation sur les protocoles de dépose, etc. Donc en fait, tout ça, on ne l'aura pas. Donc ces matériaux-là, encore une fois, faudra voir, il y a des familles de matériaux pour lesquels ça ne posera pas de problème. Et voilà, parce qu'il n'y a pas d'enjeu assurantiel et performantiel important. Mais pour la plupart des matériaux, c'est une solution qui est difficilement transposable et qui est pas forcément utile. Et puis, il y a de nombreux inconvénients que je vous ai listés. Il y a le fait déjà que les matériaux doivent être remis à titre gratuit. Donc, pour les maîtres d'ouvrage, par exemple, si jamais il y a pas de mécénat, il n'y a pas de réduction d'impôt, il n'y a pas de prix de revente, alors que généralement, la dépose, elle va occasionner un surcoût. Donc, ça fait un petit peu une perte sèche, quoi, si on les remet au point de reprise. Il y a en plus, comme je vous disais, une incertitude sur le réemploi effectif des matériaux. Donc, d'un point de vue environnemental, c'est pas forcément le plus satisfaisant. Il vaut mieux donner directement à un acteur du réemploi parce qu'on a plus de retours sur ce qui se passe. En fait, il n'y a pas de rupture de la traçabilité. Et puis, le dernier point, c'est que de toute façon, il va y avoir un déploiement très progressif des points de reprise. D'après les dernières annonces, les premiers points de reprise, ils vont être disponibles à partir d'avril 2023, sachant que le maillage complet, il y a le projet de maillage qui doit être présenté d'ici juillet 2023. Je vous ai mis 2024, mais c'est 2023. Donc d'ici cet été, il faut un projet de maillage et ensuite la moitié des installations de reprise devront être déployées d'ici fin 2024 et c'est seulement fin 2026 qu'on aura l'intégralité des points de reprise. Donc, encore une fois, c'est un dispositif qui va être lent à se mettre en place. Donc, vous pouvez commencer à conventionner, mais en fonction des territoires, c'est pas quelque chose qui sera directement opérationnel. Un autre impact de la REP sur la commercialisation des matériaux de réemploi, et ça, c'est un avantage qui peut être mis en avant notamment par tous ceux qui font plus du conseil à la maîtrise d'ouvrage ou de l'AMO réemploi, c'est que les matériaux de réemploi vont avoir un certain avantage économique puisqu'il n'y aura pas d'éco-contribution sur les matériaux de réemploi. Donc là, depuis le 1er janvier 2023, tous les matériaux qui sont mis sur le marché par les fabricants, leur prix finalement augmente avec le paiement d'une éco-contribution, même si elle va être progressive et qu'au début, elle ne va pas forcément beaucoup peser. Ce ne sera pas le cas pour les matériaux de réemploi. Donc, les matériaux de réemploi, même reconditionnés et vendus par des professionnels, ne sont pas soumis à éco-contribution, sauf, et je suis désolée, il y a une exception qui est un petit peu infâme, pour les produits et matériaux reconditionnés qui vont remplir cumulativement 2 conditions. Et attention, les conditions sont imbuvables. Les opérations de préparation de réemploi ont modifié les caractéristiques essentielles du produit ou du matériau. Alors ça, aujourd'hui, la notion de caractéristiques essentielles, elle n'est pas définie. Bien sûr, il n'y a pas de jurisprudence pour nous éclairer. On peut retrouver cette notion dans le code de la consommation. On peut la retrouver aussi dans le règlement relatif aux produits de construction. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'une caractéristique essentielle du produit ou du matériau. Donc, c'est un petit peu, ça crée une grosse insécurité juridique à partir du moment où soit on fait du déclassement, du détournement d'usage, ou qu'on améliore les performances, ou qu'on change une pièce. En fait, on ne sait pas ce qui a modifié la caractéristique essentielle. Est-ce que c'est par rapport aux exigences relatives à ce matériau? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'attend le client? Enfin, voilà, on ne sait pas. Donc, voilà, enfin, ce critère-là, il est très difficile à apprécier.
Et puis, le deuxième critère qui fait qu'on peut se retrouver à être soumis à l'éco-contribution, c'est si la valeur des éléments qui ont été utilisés pour la réparation, la rénovation du matériau est égale ou supérieure à celle du bien usagé augmenté du coût de l'opération de préparation. Bon, c'est incompréhensible, donc je vous ai fait un exemple. Pour une cuisine professionnelle, en gros, la condition, elle est remplie et vous devez payer une éco-contribution si la valeur des pièces changées ou remplacées est supérieure à la valeur de la cuisine, c'est la valeur de la reprise sur le chantier, augmentée, donc plus le coût de la prestation de réparation et de remise en état, donc le coût de la main-d'œuvre pour réparer la cuisine. Voilà, donc de toute façon, encore une fois, vous aurez support, vous pourrez revenir à tête reposée. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut que les deux conditions soient remplies. Dans la mesure où la première, on a beaucoup de mal à l'apprécier, je vous conseille de toujours vérifier en fait que la deuxième n'est pas remplie. Comme ça, vous êtes sûr. Là, pour le coup, c'est une question de coût, donc c'est très facile à calculer. Et à partir du moment où la deuxième n'est pas remplie, c'est bon, pas d'éco-contribution. Voilà. Mais un petit point de vigilance, parce que si aujourd'hui, je pense que les éco-organismes sont assez bienveillants et ne vont pas aller chercher tous les acteurs qui vendent des matériaux reconditionnés pour leur demander des éco-contributions, dans les prochaines années, c'est pas impossible que ce marché-là va se développer. Eux, ils vont chercher des nouvelles mannes financières et potentiellement, ils iront chercher du coup de ce côté-là. Voilà, donc quand même à surveiller, mais à retenir de manière générale, les matériaux de réemploi ne sont pas soumis à éco-contribution. Très bonne nouvelle et donc avantage économique pour ces matériaux. Et je termine avec d'autres mesures, mais rapidement, qui peuvent être signalées et qui sont favorables au réemploi des matériaux. Grosso modo, c'est des plans et des études qui vont être menés par les éco-organismes et donc j'imagine que la filière va beaucoup contribuer parce que c'est elle qui a les informations. Dans les 6 mois à compter de l'agrément, donc d'ici en principe mars 2023, je pense que nous aurons du retard, l'éco-organisme est censé faire une proposition d'un plan d'action pour développer le réemploi. Voilà, donc je pense que c'est des travaux qui sont en cours, mais Joanne nous éclairera sûrement beaucoup mieux que moi sur ces travaux-là qui doivent être en cours. Et puis, je vous ai listé ensuite d'autres études et plans liés au réemploi ou à la dissolution sélective qui vont être menés par les éco-organismes en 2024 et après, mais du coup, pas d'urgence. Voilà, je vous ai fait une slide sur, en résumé, les points qui vont entrer en vigueur en 2023 de la REP et qui vous intéressent. Donc, je ne reviens pas dessus en détail, mais en tout cas, vous pouvez vous la garder sous le coude et comme ça, vérifier au fur et à mesure où est-ce qu'on en est. Et j'attaque sur le dernier point qui est vraiment très, très important. C'est la révision du règlement sur les produits de construction. Donc, c'est un texte européen qui va nous tomber dessus, très clairement, je pense qu'on peut dire ça. Où est-ce qu'on en est pour vous expliquer simplement, et après je rentre dans le détail de qu'est-ce que ça va changer pour nous, mais où est-ce qu'on en est et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce qu'on n'est pas sûr que ça va nous tomber dessus en 2023, mais ça peut nous tomber dessus en 2023. Et surtout, s'il y a du plaidoyer et du lobbying à faire, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant, très clairement, parce qu'après, c'est trop tard et on est parti grosso modo pour 8 à 10 ans avec ça largement avec ça qui va potentiellement nous embêter. Donc, il y a eu une proposition en mars 2022, il y a eu l'avis du Comité économique et social européen, et donc depuis avril-mai, en parallèle, vous avez le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen qui étudient ce règlement et justement se mettent au clair sur la position chacun. C'est comme le Sénat et l'Assemblée nationale chez nous, quoi. Il y a deux chambres, enfin deux entités qui doivent statuer et se mettre d'accord sur le projet de texte pour qu'il soit adopté et publié. Donc, et les travaux sont en cours. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut y aller maintenant. Et en plus, il y aura une première lecture avec un vote en commission qui est prévu pour mars 2023 au niveau du Parlement. Et si c'est adopté, ensuite, on aura la première lecture au Conseil. Sachant que je vous ai mis 80% des textes sont votés en première lecture et donc l'adoption peut venir hyper vite. C'est-à-dire que comme ils dialoguent déjà, potentiellement, ils sont déjà potentiellement au courant de chacun ce que chacun veut, ils vont se mettre à peu près d'accord pour que ça aille vite. Voilà, et surtout important, il n'y aura pas d'entrée en vigueur différée pour la plupart des mesures. Ça va entrer en vigueur globalement 2 mois après que ce soit publié. Donc, si ça va vite et que dans
je sais pas, 4-5 mois d'ici l'été, c'est adopté, ça veut dire que fin 2023, en septembre, potentiellement, on a une entrée en vigueur. Voilà, ça peut prendre beaucoup plus de temps aussi, mais il faut vraiment travailler là-dessus très rapidement. Alors, pourquoi ça nous intéresse? Actuellement, le règlement sur les produits de construction, il s'applique qu'aux matériaux neufs qui font l'objet d'une première mise sur le marché. Donc ça ne nous concernait pas. Donc, et ça s'appliquait aussi aux matériaux dits nouveaux qui ont fait l'objet d'une modification substantielle. Donc ça qui était défini en fonction de la modification de performance, de l'usage, du type d'origine. Enfin bref, il y a des critères. Dans tous les cas, ça ne concernait pas le réemploi. Donc, ces matériaux neufs et ces nouveaux matériaux, concrètement, ils étaient soumis au RPC et donc le RPC va conditionner la mise sur le marché de ces matériaux à une procédure d'évaluation de la performance des produits et fixer des obligations pour les fabricants. Et là, vous allez les reconnaître, obligation de déclaration de performance, de déclaration de conformité et la fameuse apposition du marquage CE. Donc voilà, c'est un bon gros package bien lourd. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, c'était que pour les matériaux neufs et pour les nouveaux matériaux. Et la révision qui est en cours fait que le RPC va s'appliquer désormais aux matériaux dits usagés, qui concernent une bonne partie des matériaux de réemploi, aux matériaux remanufacturés, on va voir ce que ça veut dire après, mais c'est une sorte de reconditionnement plus, aux matériaux excédentaires, ça veut dire au surplus de chantier, mais aussi aux services tels que la désinstallation, concrètement ça va être aussi la dépose, la préparation en vue du réemploi, le remanufacturage et le traitement des produits de construction usagés. Donc là pour le coup on est complètement dedans. J'insiste sur le fait que jusqu'à aujourd'hui il y avait une sorte de vide juridique puisqu'en fait ce règlement il datait d'il y a des années où le réemploi c'était une pratique quasi inexistante. Et en fait, il y a eu tellement de remontées sur cette question de oui, mais comment est-ce que ça s'applique et on n'a plus de marquage CE, est-ce qu'on en fait un nouveau, etc. Que finalement, comme ça monte et qu'il y a eu des plans d'action économie circulaire au niveau européen, ils se sont dit bon bah on règle la question une bonne fois pour toutes. Et donc effectivement, ils s'en saisissent. Donc quelque part, c'est plutôt bien. Sauf que le problème en fait, c'est que ça crée une usine à gaz totale. Je vous ai résumé et je vous ai mis plus tard, de toute façon, je ferai un article sur matériaux réemploi beaucoup plus fin et beaucoup plus détaillé sur cette question. Mais l'idée, c'était de voir avec vous les grands angles rapidement. Pour les matériaux de réemploi, donc qui sont dits les matériaux usagés et qui peuvent faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi, donc qui est définie, la préparation en vue du réemploi est définie par le règlement. Et donc, ça va être tout ce qui est contrôle, nettoyage et réparation. Donc, ça va recouvrir un petit peu toutes les pratiques, les process de reconditionnement qui sont un petit peu à l'œuvre aujourd'hui. Et donc là, je vous dis, l'usine à gaz commence. Il y a deux blocs. Il y a ceux qui vont pas être soumis au RPC. Et donc, notamment, ça va être les matériaux déclassés, donc tous ceux qui sont réutilisés avec une réduction des performances ou des usages prévus par rapport à l'usage initial. Et puis, les matériaux usagés qui sont réemployés à des fins décoratives, et on appelle fin décorative dans ce règlement tous ceux qui vont avoir aucune fonction structurelle dans l'ouvrage. Donc, tout cela, c'est bon. A priori, ils ne sont pas soumis en l'état du projet. Ils sortent, ils ne sont pas soumis au RPC. En revanche, vont être soumis au RPC les matériaux usagés dont l'opérateur a modifié l'utilisation prévue par rapport à l'utilisation prévue par le fabricant initial. Et dans tous les cas autres que ceux que je vous ai cités il y a une seconde. Et puis, les produits de construction usagés pour lesquels un opérateur économique fait valoir des caractéristiques supplémentaires. Donc, par exemple, si on a amélioré la performance d'un matériau ou le respect des exigences relatives au produit. Donc, quand on dit qu'on est conforme à la norme applicable à ce produit. Dans ce cas-là, il y a une procédure d'évaluation de la conformité qui est allégée, qui est prévue. Je rentre pas dans le détail de tout ce que ça va impliquer en termes d'obligations, mais en tout cas, c'est quand même un régime un petit peu allégé. On a le cas des produits et matériaux dits remanufacturés. Donc, c'est ceux qui font l'objet d'un processus de transformation qui va au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l'entretien régulier. Concrètement, on trouve des définitions qui nous expliquent que remanufacturer, c'est pas dans ce texte-là, mais qui nous disent que ça va être le cas dans lequel on va retraiter tous les modules et les composants du produit ou du matériau et qu'il y a une garantie des qualités et des performances qui est comparable à celle du produit neuf. Donc concrètement, il y a un renouvellement du cycle de vie et non pas une extension comme dans le cas du reconditionnement où on va simplement réparer ce qui est un petit peu défectueux. Là, on va mettre tout nu le matériau, vérifier que tout est nickel et le réassembler et le revendre dans un état équivalent à celui d'un matériau neuf. Ceux-là, du coup, ils seront soumis au RPC
RPC du coup, le distributeur sera assimilé au fabricant avec toutes les obligations, etc. Il y a le cas aussi des surplus de chantier qui sont appelés matériaux excédentaires. Donc, c'est surplus de chantier, les invendus, où il n'y a pas d'altération par l'usage, mais dans la filière réemploi, on commercialise aussi beaucoup ce type de matériaux. Donc là, ce qui est hyper important, c'est que le règlement nous dit maintenant, pour ces produits-là, à partir du moment où ils n'ont jamais été installés, mais où ils ont quitté en fait la chaîne de distribution, ils ont été vendus à un premier utilisateur. Le fabricant initial n'assume plus aucune responsabilité en tant que nouveau produit. Donc, on perd un petit peu la garantie des produits défectueux, la garantie sur les performances des matériaux. Si un acteur du réemploi veut le revendre avec les bonnes garanties, comme s'il était neuf, il faut demander au fabricant initial de confirmer sa responsabilité. Il a 1 mois pour le faire. S'il ne veut pas confirmer sa responsabilité, on se retrouve à devoir faire une procédure d'évaluation de la conformité avec une procédure d'évaluation des performances, mais on a le droit à une procédure simplifiée. Bref, l'enfer. Sachant qu'il y a une obligation aussi pour les fabricants potentiellement de réacquérir tout simplement ces invendus et ces surplus de chantier qui est prévu aussi par le règlement. Et dernier point important du RPC, les matériaux fabriqués sur le chantier. Donc ça, pour le coup, les fédérations des entreprises de travaux sont déjà montées au créneau, mais ça nous impacte aussi en matière de réemploi. Les produits de construction qui sont fabriqués sur le chantier en vue d'être intégrés immédiatement dans les ouvrages de construction sans action commerciale distincte en vue de leur mise sur le marché sont soumis au RPC comme des matériaux neufs. Donc, par exemple, je vous mets les granulats de béton recyclés sur site et réemployés sur le chantier dans la construction, des cloisons de verre qui sont fabriquées à partir de matériaux usagés sur le chantier et qui sont réemployés sur le chantier directement. Tout ça, potentiellement, on se retrouve soumis au RPC comme si c'était des matériaux neufs. Donc, il y a des exceptions qui sont prévues pour les très petites entreprises, justement, pour qu'elles ne se retrouvent pas avec tout ce truc lourdingue. Et ça, c'est vraiment le sujet sur lequel, au niveau national, on est très mobilisé parce que les entreprises de travaux sont concernées directement. Mais voilà, nous, ça nous concerne aussi puisque jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils ont introduit cette modification, on considère que si ça quitte pas le chantier, on n'a pas besoin de faire toute cette paperasse à partir du moment où c'est pas commercialisé et où c'est utilisé directement sur le chantier, on n'était pas là-dedans, quoi. Voilà, donc je vous ai mis aussi une autre chose peut-être à retenir. Va y avoir une obligation pour les acteurs du réemploi d'établir et de mettre à disposition les protocoles de réemploi. Donc, il faudra établir des protocoles sur le lieu, les conditions et la durée présumée d'utilisation du produit désinstallé. Désinstallé, mais ça peut être déposé. Voilà, pour l'instant, c'est assez large. Et ensuite, le mettre à disposition avec les produits. Sachant qu'ensuite, il faudra aussi être capable de communiquer ces protocoles aux autorités administratives, mais aussi aux maîtres d'ouvrage ultérieurs, etc. Donc ça, potentiellement, c'est un point à discuter sur la portée et les modalités de cette obligation de transmission. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc, on rentre sur la partie questions. Je suis désolée, ça a pris un petit peu de temps, mais je pense qu'on peut quand même prendre quelques questions. Morgane, est-ce que tu veux nous faire part des questions qui sont remontées Absolument, tout à fait, Thierry. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on prenne des questions, une petite dizaine de minutes jusqu'à 13h. Et Joanne, si c'est possible pour toi, de décaler ton intervention, de se dire qu'on finit à 13h15, est-ce que c'est envisageable ? Oui, bien sûr. Ok, super, merci beaucoup. Donc, on va tester le système de réponse aux questions de l'outil. Donc, je les ai classées par nombre de votants et on va y répondre donc de celle qui a eu le plus de votes à celle qui en a eu le moins et on se donne une dizaine de minutes pour tout ça. Donc, une première question, normalement, vous devriez la voir apparaître. Les matériaux de réemploi disponibles auront-ils une couverture assurantielle ? Alors, je sais pas à quel moment elle a été posée et si ça avait un lien plus avec les matériaux qu'on récupère dans les zones dédiées au réemploi sur les points de reprise de la REP ou si on parle des matériaux avec la révision du RPC. Alors, a priori, la compréhension que j'en ai, moi, c'est plutôt ça, c'est les matériaux disponibles sur les points de reprise de la REP. Exactement. Ah oui, non, pas du tout. Enfin, il n'y a rien qui est prévu pour l'instant aujourd'hui pour faire un partenariat ou voir avec les assureurs. Les assureurs sont pas du tout liés à ça. Donc, a priori,
il n'y a pas de nouvelle garantie qui est liée à ce mode de collecte des matériaux. Donc, comme je vous disais, je pense que ils auront plutôt plus de mal à avoir une couverture assurantielle aujourd'hui en l'état des conditions d'assurabilité du réemploi que les autres matériaux, quoi. Ok. Alors, peut-être question suivante. Les centres de réemploi ont-ils à leur charge la caractérisation mécanique des matériaux remis à disposition? Alors, je pense que c'est pareil, c'est sur la REP. Pour l'instant, il n'y a aucune obligation sur les centres de réemploi. Donc, en gros, les centres de réemploi font un petit peu ce qu'ils veulent. Après, de fait, c'est les centres de réemploi qui vont gérer l'enjeu de caractérisation parce que très clairement, ça va pas être le point de reprise. Et je pense que malheureusement, ces matériaux qui seront amenés en point de reprise, comme je vous disais, c'est pas ceux où il y aura déjà eu des études de caractérisation et où on aura de la documentation. Parce que ceux-là, en fait, ils ont une valeur de marché, ils ont une bonne traçabilité et donc forcément, ils ont eu un coût de revient aussi. Et donc, ils ne seront jamais déposés gratuitement au même titre que les déchets de chantier sur ces zones de réemploi. Donc oui, a priori, pour tout ce qui va être caractérisation des matériaux, ça restera, du coup, ça va se déporter un petit peu plus loin dans la chaîne et ça va se déporter sur les centres de réemploi. Okay. Question suivante. Avec une collecte progressivement gratuite de certains TMCB, comment favoriser une collecte directe par un acteur réalisant du réemploi, collecte souvent payante? Les éco-organismes pourraient-ils financer ces collectes? Bonne question. Très bonne question, effectivement. Alors, comment l'argument commercial, un petit peu de comment vendre, voilà, juridiquement, votre levier, à mon avis, ça va être quand même, s'il y a des DIAC PEMD, de rappeler que réemploi qui est prévu par le DIAC PEMD, conformément à la hiérarchie des modes de traitement, il y a une obligation légale de les réemployer, en fait, ces PMCB-là. Donc, je pense que déjà, dès qu'il y aura des DIAC PEMD, il y aura un levier pour avoir une collecte potentiellement payante et pour avoir une stratégie de réemploi derrière. Après, quand il n'y a pas de DIAC PEMD, effectivement, ça va être, à mon avis, plus compliqué. C'est plus un travail, justement, d'évangélisation juridique sur le fait que privilégier le réemploi, c'est une obligation légale. Et le fait qu'il y ait une faisabilité économique supérieure est plus compliqué, ça n'interfère pas en l'occurrence. Donc effectivement, a priori, il faut aller là-dessus et c'est vrai que malheureusement, il va y avoir un travail. Alors après, l'autre chose aussi, c'est que effectivement, il va y avoir une collecte sur chantier qui va être mise en place par les éco-organismes. A priori, cette collecte, elle va concerner que les flux, les fameux 7 flux de déchets triés en vue du recyclage, et ça va pas être des collectes de réemploi. Je pense que le levier, il est quand même économique, c'est-à-dire que si la collecte et on arrive à avoir des collectes en vue du réemploi, où il y a quand même un petit peu un avantage potentiellement économique qui arrive à être trouvé pour la maîtrise d'ouvrage, ça reste intéressant par rapport aux collectes sur chantier des déchets des éco-organismes, où ça couvrira que 80%. Il n'y aura pas une collecte 100% gratuite sur chantier. Ce sera 80% en principe. Donc, bon, si nous, on arrive à faire mieux que 80%, ça peut être un argument. Mais effectivement, de toute façon, ça va être un sujet. Sur le financement par les éco-organismes de ces collectes, à voir aussi après si, en termes d'atteinte des objectifs de réemploi, c'est pas intéressant pour eux de contribuer financièrement à ces collectes en échange d'avoir justement le reporting avec les tonnages, les familles de matériaux, la traçabilité sur le réemploi. Ça peut être une contrepartie où potentiellement ils peuvent contribuer financièrement au coût de ces collectes. Voilà, mais c'est tout en tout cas. Et après, tu rappelles l'obligation de prioriser le réemploi sur les autres modes de traitement. On est d'accord, il n'y a pas d'élément de sanction. Donc, on demande à un enfant de ne pas prendre de bonbons en lui disant qu'il n'a pas le droit, mais que s'il en prend, il ne se passera rien. Alors après, il y a quand même une obligation dans le code de l'environnement, ça reste un délit de ne pas gérer les déchets conformément aux dispositions qui sont prévues par le code de l'environnement. Et le code de l'environnement nous dit, on est obligé de gérer les déchets conformément à la hiérarchie des modes de traitement et au principe de proximité. Donc, en soi, si on avait un procureur zélé, on pourrait potentiellement aller sur une qualification de ce délit-là en disant, voilà, il y a telle stratégie de hiérarchie des modes de traitement qui devait être appliquée sur ce chantier. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas privilégié réemploi dès que c'était possible.
ils n'ont pas géré conformément au code de l'environnement, bim, délit, 2 ans de prison, 75 000 € d'amende. Voilà. Dans un monde merveilleux, on a un délit quand même qui potentiellement peut être caractérisé. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais, mais quand je vous dis jamais, eu de poursuite, voire de plainte. Je pense qu'il n'y a jamais eu de plainte qui a été déposée pour dire, voilà, enfin, en fait, ils foutent tout à la benne, il n'y a pas de gestion conforme à la hiérarchie des modes de traitement. Donc voilà, c'est plus après un problème vraiment dans la Peut-être réalité. que le syndicat pourrait porter plainte contre certains acteurs. Ah, tout à fait. Il y a eu des projets en plus qui étaient annoncés réemploi et où derrière, en fait, tout est mis à la benne, où certaines choses sont recyclées, mais en tout cas, aucune stratégie réemploi n'a été mise en œuvre alors qu'elle était possible et qu'elle avait été, la faisabilité technique et économique avait été établie. Et où finalement, parce que l'entreprise fait mal son travail, il n'y a pas de réemploi, ça potentiellement, le syndicat, pour marquer le coup, pourrait porter plainte et voilà, essayer d'avoir une première poursuite sur ce type de délit, quoi. Merci pour ces réponses. On va prendre peut-être une dernière question. Alors, on regardera si, parce qu'il y a quand même un grand nombre de questions, on n'aura pu répondre qu'à un tout petit nombre. On regardera si on est en mesure de récupérer les questions et peut-être d'y répondre partiellement par écrit dans un second temps dans un article, mais j'y reviendrai. Dernière question, une MOA ou une entreprise travaux pourra-t-elle toujours vendre elle-même des matériaux issus de chantier et donc, en quelque sorte, court-circuiter les points de collecte? Tout à fait. Et je pense que finalement, la filière est suffisamment mûre et avancée pour que ça reste beaucoup plus intéressant de travailler avec la filière du réemploi plutôt que d'amener des choses au point de reprise et d'amener des matériaux réemployables dans la zone de réemploi. Parce qu'encore une fois, il n'y aura pas d'intérêt économique à le faire vu que c'est une reprise gratuite en fait. Donc, si derrière, il y a eu une stratégie de réemploi avec un diagnostic PEMD, diagnostic ressources, une caractérisation, une identification d'autres maîtres d'ouvrage ou des acteurs du réemploi autour qui sont intéressés pour les reprendre, c'est 10 fois plus intéressant pour la maîtrise d'ouvrage d'aller sur ce type de modèle. Donc oui, vous pourrez toujours, et je pense que ça va rester la majorité des pratiques. Ok, super. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. On va donner la main à Joanne pour cette dernière intervention de la journée et faire un peu le point sur ce qui se passe du côté du syndicat des acteurs du réemploi des matériaux de construction. Bonjour à tous. J'enchaîne donc sur la présentation du syndicat des acteurs du réemploi dans la construction. Pourquoi on a décidé de créer un syndicat? Parce que c'est l'objectif, c'est de créer une association de personnes et d'entreprises, d'acteurs du réemploi, dont l'objectif est la défense d'intérêts professionnels qui sont communs. Aujourd'hui, donc, la filière du réemploi de construction, elle est récente et en plein développement. Il y a beaucoup d'évolutions qu'on observe au fil des mois. Cette filière, elle est encore sous-représentée auprès des acteurs du bâtiment et des TP, mais aussi auprès de l'industrie et de la gestion des déchets, et auprès de tous les publics, et notamment des maîtrises d'ouvrage publics et privés, et du législateur. Donc, au-delà de la défense des intérêts communs, c'est l'intérêt du modèle du réemploi dans la construction qui doit être défendu. Et ça ne pourra pas se faire sans une action collective des acteurs de la filière. Donc, c'est pour ça qu'on crée ce syndicat qui s'appelle le SPREC. L'objet du syndicat qui est intégré au statut, c'est d'être le défenseur et le promoteur des métiers du réemploi des matériaux de construction. Le syndicat a pour objet de regrouper les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes qui concourent à l'établissement des produits et services déterminés afin de procéder à l'étude et à la défense de leurs droits et de leurs intérêts matériels et moraux en tant individuels que collectifs. Donc, les objectifs du syndicat, c'est en premier lieu de promouvoir et d'animer la filière
du réemploi des matériaux, de représenter les acteurs professionnels dans le débat public et de soutenir le développement des pratiques et élaborer des standards de qualité pour favoriser le réemploi dans la construction. Les leviers d'action et les impacts qui sont recherchés, c'est de pouvoir agir sur la réglementation. Donc, comme l'a beaucoup défini juste avant Elisabeth, de pouvoir faire, d'apporter sur les diagnostics PEMD, mais aussi au sujet de la filière REP. Donc, dans ce cadre-là, le SPREC et certains autres acteurs du réemploi participent déjà au comité des parties prenantes des éco-organismes pour pouvoir justement les aider à cadrer tous les éléments sur les points de reprise, le financement des collectes, etc. Les autres impacts recherchés, c'est de pouvoir inscrire des clauses de réemploi dans les commandes, qu'elles soient publiques ou privées, de les aider à prescrire ces matériaux. Le soutien au développement des filières, que ce soit financier, foncier, et de faire remonter de la data des adhérents du syndicat auprès des pouvoirs publics. Et compléter et adapter le cadre réglementaire et économique des produits de construction qui sont issus du réemploi. Donc, le SPREC a été fondé il y a à peu près 6 mois. Avant ça, il y a eu un gros travail mené par plusieurs acteurs. Néanmoins, la fondation juridique de la création juridique, le dépôt des statuts, a eu lieu lors de ces 6 derniers mois. Et donc, le directoire a été élu cet été et est composé de 8 personnalités qui travaillent dans des structures du réemploi. Donc, il y a Bruno Jalabert d'Aplomb, qui est une recyclerie, un centre de formation en Isère. Hugo Topalov de Bellastock, bureau d'études réemploi en Ile-de-France. Sabrina Ferlet de BOMA, des bonnes matières dans le Grand Est, qui est un bureau réemploi. Anne-Lise Lémarie, qui est architecte chez Cycle de Ville et Bégo Réemploi. Colline Blaison, qui travaille chez Cycle Up, plateforme, marketplace et AMO, bureau d'études réemploi, donc en Ile-de-France. Moi-même, directrice fondatrice de Mineca, plateforme de matériaux de réemploi et AMO réemploi. Audrey Farinol de Mobius Réemploi, qui est un AMO réemploi également. Et Romain Lavoise de Ruse en Ile-de-France et aussi un AMO réemploi. Dans ce directoire, nous avons ensuite élu 2 coprésidents, donc Bruno Jalabert et Colline Blaison, et une trésorière, Sabrina Ferlet. On a mené plusieurs actions durant ces derniers mois. Donc, on a surtout travaillé à l'élaboration et au cadrage du syndicat. Donc, on a écrit et déposé des statuts, élu le bureau, rédigé un règlement intérieur. Et en ce moment même, on est en train de définir des pôles de travail et une future feuille de route qui sera appliquée en 2023. Et bientôt, nous avons défini le cadre de la campagne d'adhésion qui va sortir très, très prochainement. Donc, je vous en parlerai plus tard. Et ensuite, les actions qui sont en cours, donc qui sont glissantes sur 2022 et qui sont à venir en 2023, on a déjà commencé un petit peu à travailler sur des questions plus techniques, parce qu'il fallait y aller. Donc, on participe à la rédaction de la feuille de route pour la décarbonation du bâtiment, à la consultation publique relative au dernier projet d'arrêté concernant le diagnostic PEMD,
Comme je le disais auparavant, participation au comité des parties prenantes des éco-organismes pour l'établissement du cahier des charges de la filière REP. Et ensuite, on a intégré aussi le comité de pilotage de l'étude ADEME sur la méthodologie de comptabilisation du réemploi et de la réutilisation sur le périmètre de la REP. Les prochains événements et les actions qui vont avoir lieu en 2023. Donc là, on va lancer très prochainement la campagne d'adhésion. Fin janvier 2023, ça devrait sortir très rapidement. On attend juste une question technique de la part de la banque. Mais voilà, ça va sortir et on clôturera les adhésions à fin mars. Ensuite, pour pouvoir définir une date d'assemblée générale au printemps, où on proposera aux adhérents un budget et une feuille de route. Et ensuite, on a déjà calé notre participation en tant que syndicat au salon Solutions Bas Carbone qui aura lieu en avril. Et d'autres événements seront à venir tout au long de l'année. Les pôles de travail, donc en fait on a défini 4 grands pôles de travail. Donc c'est des groupes de travail où les adhérents seront sollicités pour participer s'ils ont du temps. Donc il y aura un pôle communication, un pôle technique où on travaillera sur les questions que tout le monde se pose, sur les assurances, etc. Le pôle représentation, donc là, c'est plutôt un pôle plaidoyer pour aller parler avec les institutions et les pouvoirs publics. Et un pôle observatoire qui permettra de collecter et de faire remonter des données collectées auprès des adhérents pour pouvoir ensuite, justement, ça viendra nourrir les autres pôles. Et en fait, je le reprécise, mais ces pôles, ce ne sera pas uniquement les 8 membres du directoire qui travailleront dans ces pôles, mais on aura besoin des adhérents pour travailler sur ces sujets-là. Et voilà, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être quelques questions avant de boucler. Alors, il y a moins de questions sur le SPREC, mais il y en a une quand même qui remonte. C'est comment le SPREC intègre-t-il l'ESS dans ses actions? Comment le SPREC intègre-t-il l'ESS dans ses actions? Eh bien, les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui portent des activités de réemploi dans la construction pourront devenir adhérents du SPREC et participer au groupe de travail. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire. Merci à nos 2 intervenantes, Elisabeth et Joanne, aussi pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Le webinaire sera disponible en replay dans les jours à venir sur matériauxréemploi.com, ainsi que le support au format PDF. Et on essayera, dans la mesure du temps qu'on pourra y allouer, de répondre aussi à certaines questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre à l'oral aujourd'hui, donc d'y répondre à l'écrit. Voilà, on essaiera d'être le plus exhaustif possible, mais on n'aura peut-être pas la possibilité de les balayer toutes dans leur intégralité. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2023, plein de projets avec du réemploi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire quand on voit les volumes de déchets que le secteur continue à produire. Et en même temps, moi, j'ai beaucoup d'enthousiasme quand je vois le nombre d'acteurs qui commencent à s'y mettre, l'intérêt grandissant des maîtrises d'ouvrage, l'intérêt grandissant aussi des acteurs publics et du législateur. Et donc, je nous souhaite à toutes et tous, acteurs du réemploi, une très belle année 2023. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon appétit. Au revoir.